Madame, Monsieur, bonsoir. Le Premier ministre du Burkina Faso, Paul Kabatiba, voudrait un peu plus voir un peu plus clair sur les marchés qui ont été attribués pendant la transition. Une enquête a été donc mise sur pied, pilotée par le ministre des Finances. La Tunisie a besoin d'un peu d'argent pour son développement. Elle vient donc de recevoir près d'1 milliard d'euros de la France pour un certain nombre de projets structurants à la France, qui est également au cœur de l'actualité ce soir, avec ce mea culpa de Nicolas Sarkozy qui revient à travers un livre sur ses erreurs et sur ce qu'il faudrait rectifier s'il arrivait qu'il soit président de la République pour le bonheur de la France. Nous parlerons aussi des États-Unis avec cette nouvelle règle concernant les exceptions de visa qui est depuis quelques jours applicable. Cette nouvelle règle et qui ne permettrait plus aux uns aux autres de circuler librement. Voilà pour ce qui est donc de l'actualité de ce soir, avec un autre sujet que l'on pourra évoquer, la revue de presse cybernétique ce soir avec Junior Ossin. Et pour commenter cette actualité, deux expertes, Catherine Aimé-Mokouré, journaliste qu'on présente. Bonsoir. Bonsoir Louis Roger et bonsoir à tous nos téléspectateurs qui nous regardent ce soir. Falon Tfounia, journaliste, bonsoir. Bonsoir. Avec le même sourire. Alors, je voudrais qu'on commence tout de suite par cette actualité au Burkina Faso, avec cette commission d'enquête qui vient d'être mise sur pied par le Premier ministre de Rome, Christian Kaboré, qui voudrait comprendre, bien évidemment, à qui les marchés publics ont été octroyés et à quelle hauteur. Alors, est-ce que cette enquête vaut la peine véritable ou c'est pas réveiller des chats qui dorment? En même temps, c'est réveiller des chats qui dorment, mais également ça vaut la peine véritable, parce que dans un moment où on a renversé Blaise Compaoré et qu'on a eu besoin des personnes qui soient assez transparentes pour le Burkina, et que quelque part on se rend compte que pendant la transition, il y a eu des marchés qui ont été octroyés à certaines personnes de manière qui ne respectaient pas les normes. Il faudrait qu'on revienne là-dessus afin de s'assurer quelles sont les personnes qui ont été impliquées de manière directe ou de manière indirecte, et voir si ces personnes-là sont dans le gouvernement qui est actuel, pour pouvoir non seulement, s'il faut, les mettre de côté ou alors revenir sur la qualité des personnalités qui ont été jusqu'ici choisies. Alors, est-ce que Michel Kafando n'a pas réussi, lui, à ranger, à régler ses comptes ou alors ses affaires avec ces marchés publics octroyés à hauteur pratiquement de 72 milliards de francs CFA? Ça, c'est l'enquête qui nous donnera réponse à cette question. Mais pour l'instant, je pense que quand même le Burkina devrait s'axer sur certains problèmes pour se reconstruire et ne pas toujours chercher dans le passé ce qui n'a pas marché. Parce qu'on se rend compte que la démarche gouvernementale depuis un certain temps, c'est chercher les responsables du putsch. On a vu avec le mandat d'arrêt contre le président de l'Assemblée ivoirienne, Guillaume Soro. Et encore maintenant, cette histoire qui revient sur Michel Kafando, le président de la transition. Je pense que le gouvernement actuel est en train de se fourvoyer dans le sens où, au lieu de chercher une avancée pour le développement du pays et repartir à zéro comme il devrait, il reste encore sur les anciennes affaires. Cependant, c'est une initiative loi parce que c'est quand même de l'argent qui serait un peu faufilé, on ne sait où, et il faut toujours que justice soit faite, mais est-ce que c'est le moment? Je ne pense pas. On parle des travaux de la route Kongoussi-Dibo, 20 milliards de francs CFA du chantier du centre hospitalier de Zignaré et du traitement des déchets de 14 milliards, l'aménagement du marigot du Moro-Naba, presque 8 milliards de francs CFA. C'est quand même beaucoup d'argent, Falon Tfounia. C'est quand même beaucoup d'argent, lui, Roger. Et on sait très bien que le Burkina a besoin de se développer. Et si cet argent passe dans les caisses noires, ça c'est assez important. Parce que le Burkina a besoin de cet argent-là, le Burkina a besoin de cette infrastructure pour pouvoir se développer. Et il faudrait que ce soit fait de manière légale, qu'on sache à quelle entreprise on remet ça, pas par affinité, mais
qu'elle remplisse les normes, qu'elle soit celle-là qui est habilitée à pouvoir faire ce travail. Lorsque ce n'est pas le cas et qu'il y a de l'argent qui se faufile dans les couloirs, ça met un frein au développement du Burkina Faso et on ne peut pas avancer ni se développer si on ne revient pas sur ce genre de questions et être assez transparent là-dessus. Alors c'est une façon pour Omar Christian Kaboré de lutter contre la corruption et les détournements de fonds publics en commettant cette enquête. Tout à fait, c'est une des manières, peut-être même pas une manière d'insister sur ce qui a été fait dans le passé, mais peut-être de donner un signe à ceux qui sont nouvellement dans le gouvernement pour leur faire comprendre qu'ici, il n'y a pas de corruption. Donc je pense que c'est aussi un appel à l'ordre du président burkinabé pour que ceux qui sont tentés de commettre des actes comme celui-là reviennent sur leurs pas et comprennent que le Burkina veut avoir un développement, mais encore, je crains bien que ce soit le même style que dans les enquêtes des pays africains. On sait très bien comment ça se passe. On parlait encore du Cameroun qui lançait une enquête sur 180 entreprises de BTP. On sait comment ça se passe. On lance des enquêtes, mais après, on ne va pas rentrer on en aura possession des conclusions de ces enquêtes. Donc je me dis, c'est un peu peine perdue. Mais le ministre des Finances, surtout quand le Premier ministre voudrait quand même voir si tous ces marchés qui ont été octroyés ont respecté les procédures d'octroi des marchés. C'est aussi important de le savoir. Mais le Burkina Faso, qui depuis ce matin également vit une autre situation de crise, un dépôt d'armes de l'armée qui a été attaqué près de Ouagadougou, ce qui démontre à suffisance que c'est un pays qui n'est pas encore sorti l'auberge pour ce qui est de son instabilité. Oui, il faut préciser que le dépôt d'armes qui a été attaqué, c'était juste à quelques mètres du lieu où il y a eu la première confrontation avec l'armée régulière, l'armée loyale et l'ex-RSP qui avait déclenché le putsch. Je pense que c'est un signe qui démontre que le pays est encore légèrement instable. Et j'ai l'impression que ce sont ceux-là même qui avaient planifié le putsch qui sont en train de revenir à la charge. Et avec toute cette instabilité, avec l'attentat dernier du splendide hôtel, du restaurant Le Cappuccino, je pense que la situation au Burkina n'est pas encore rétablie et j'espère que le pays ne va pas sombrer dans la terreur qui a régné en septembre 2015. Alors, un dépôt d'armes de l'armée qui est attaqué, c'est quand même surprenant au lendemain quand même d'une attaque terroriste qui a fait près de 30 morts, l'hôtel Splendide, le café Cappuccino. Décidément, Omar Christian Kaboré aura du pain sur la planche. Il aura vraiment du pain sur la planche, ce qui prouve que quelque part, il y a des personnes qui n'acceptent pas encore qu'il soit président. Et voilà, lorsqu'on sait que, comme disait Catherine tout à l'heure, il y a quelques jours, il y a eu des attentats à Ouaga. On a comme l'impression que le nouveau gouvernement a un grand travail à abattre. Et pourquoi même des attentats à Ouaga? On sait très bien dans le passé que Blaise Compaoré a joué le rôle de médiateur entre les chefs des réseaux islamistes et la France. Et ces chefs, par moment, quand ils arrivaient en Afrique, ils étaient quelquefois logés à Ouagadougou. Et c'est pourquoi maintenant ces attentats-là interviennent après qu'on ait renversé Compaoré. Pourtant, avant, ces attentats n'étaient pas survenus. Est-ce que c'est Compaoré qui, donc, quelque part dans le noir, a fait appel à ses anciens alliés pour déstabiliser le pouvoir en place? C'est toujours une question à se poser. Est-ce que c'est Compaoré qui à la main derrière cette attaque des armes, une manière de déstabiliser le pouvoir en place et peut-être préparer même son retour et profiter de la menace terroriste qui est dans le monde en ce moment pour pouvoir se faire une place. Au Burkina, c'est toujours une autre possibilité, mais je pense maintenant que le gouvernement en place, il devrait s'unir, il devrait travailler en collaboration pour pouvoir expulser la menace et expulser la main d'une tierce personne qui voudrait quelque part semer le trouble à Ouagadougou. Alors, Catherine Boumoukoué, vous avez ajouté quelque chose? Oui, cette analyse de Fallon Tunia vaut son pesant d'or quand on sait qu'il y a quelques jours encore, on a remis en question le système de sécurité du Burkina, faisant savoir que de la période de Blaise Compaoré, c'était mieux fait, les systèmes internes étaient mieux gérés. Donc, je pense que ceux qui sont contre le peuple burkinabé sont en train de toucher du doigt un point sensible qui est le système sécuritaire qu'on juge
pas assez fiable sous le nouveau régime et on aimerait que Blaise Compaoré revienne. Je pense que finalement, son aura continue de planer à Ouagadougou. Alors, un problème sérieux pour Robert Christian Kaboré qu'il faudrait, bien évidemment, avec ses pairs du G5, trouver une solution assez rapide. Et d'ailleurs, le président tchadien est allé récemment lui apporter tout le réconfort du Tchad et demander même qu'il y ait une force multinationale qui soit mise sur pied pour lutter contre le terrorisme. Est-ce que c'est une bonne solution à l'heure actuelle que ces 5 pays qui font partie du G5 Sahel se retrouvent pour mener cette lutte sans merci contre le terrorisme? C'est effectivement une bonne initiative lorsqu'on sait qu'en Afrique, que c'est dans la zone du Sahel, même que ces terroristes qui sévissent en Afrique ont l'habitude d'ériger leur foyer. Et si ces présidents du Sahel décident de s'unir et créer une force multinationale pour combattre le terrorisme, c'est une bonne initiative. Mais il ne faudrait pas que certains cherchent à en prendre parti ou se croient mieux équipés que les autres. C'est une force multinationale et on a besoin de la contribution de tout un chacun, de chaque pays, aussi petit qu'il soit. Il doit intervenir. Et il faudrait même plus tard que cette force s'étende, parce que ce n'est pas seulement dans la zone du Sahel, mais le terrorisme est en train de prendre du foyer dans presque tous les pays. Et on a besoin maintenant d'une force unie et une grande force pour qu'on puisse tous ensemble expulser la menace terroriste de la zone Afrique. Est-ce que ce n'est pas également une autre façon de déstabiliser le pays pour que le mandat d'arrêt lancé contre Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale, n'ait pas un écho favorable? Est-ce que ce n'est pas également une façon de brouiller les pistes par rapport à ce autre mandat d'arrêt international lancé contre Compaoré? Est-ce que cela ne justifie pas tous ces pays, ces petits foyers de tension qu'on observe de part et d'autre? Justement, il y a tellement de pistes exploitables concernant ce sujet du Burkina, parce que avant le mandat d'arrêt contre Guillaume Soro, il y avait ce mandat d'arrêt qui est finalement resté lettre morte à Abidjan, et Blaise Compaoré qu'on dit qui se trouve à Abidjan en ce moment. On ne comprend pas très bien le jeu, parce que il faut qu'on le dise, les forces de l'ordre, la justice burkinabé estime que Guillaume Soro a à voir avec le putsch. On parle d'écoute. On dit qu'il aurait voulu frapper avec Djibril Bassolé Ouagadougou et qu'il se serait dit au téléphone. Maintenant, il y a un mandat d'arrêt qui est lancé. Juste après un mandat d'arrêt contre Blaise Compaoré qui n'a pas eu de réponse, un mandat d'arrêt contre le président de l'Assemblée nationale qui est succédé par des attaques comme celle-là d'un dépôt d'armes. On peut se poser justement beaucoup de questions, mais tout porte à croire que le régime en place est visé par des personnes qui réclament une certaine place ou qui réclament que le régime soit moins efficace ou efficient, qu'il agisse moins. Parce que je me dis quelque part qu'il y a certaines personnes qui voudraient que Roch Marc Kaboré se calme un peu, qui calme un peu le jeu, qui n'essaie pas d'arriver, comme on dit souvent, en force à la tête de ce pays et essayer de redresser ce qui est absolument dommage pour moi. Parlons à présent de la Tunisie qui a également connu des moments de frayeur avec ce soulèvement populaire dû à la mort d'un jeune chômeur. Cette mort qui a poussé les populations dans la rue. Il y a eu un couvre-feu qui a été décrété sur toute l'étendue du territoire national et qui entre en vigueur ce vendredi entre 20h et 5h du matin. Décidément, l'Afrique est secouée par des crises. Ce ne sont pas des attentats, ce sont des crises sociales et politiques parfois. Décidément, l'Afrique est secouée par des crises sociopolitiques. Mais maintenant, dans le Maghreb, la Tunisie est le pays qui a réussi quand même quelque part autrefois à ne pas vivre les mêmes situations qu'a connu le printemps arabe. La Tunisie est le pays là qui a essayé de calmer la situation. La Tunisie est quand même le pays là qui a essayé de redresser les choses. Ce couvre-feu, si c'est une solution pour ne pas que la Tunisie se retrouve à la dérive et que les terroristes prennent profit de la situation, c'est une bonne solution. Mais maintenant, il va falloir voir les inconvénients sur le plan économique, parce qu'un couvre-feu à partir de 20h, c'est
toutes les activités de nuit qui fermeront. Et puis, c'est une grande partie de l'économie qui sera mise comme ça là, sur l'arrière-plan. Espérons qu'ils ont une autre situation pour pouvoir calmer les choses ou alors améliorer la situation. Mais si c'est la solution pour le moment, c'est une belle initiative. Alors, ce couvre-feu, Catherine Eheboukouri, est-ce la solution idoine ou alors peut-être il aurait fallu procéder autrement? Je pense que le temps nous dira si c'était la solution idoine. On verra dans quelques jours à partir d'aujourd'hui comment le peuple va réagir à ce couvre-feu. Mais Fallon Tchouni a parlé tout à l'heure du printemps arabe. C'est quand même triste que tous ces pays-là qu'on a salués à cause de cette révolution qu'ils ont menée contre leur chef d'État se retrouvent dans des crises sociopolitiques après. Parce que c'est la crise en Tunisie, c'est la crise en Libye, tous ces peuples qui se sont rebellés, comme on disait, et que les Occidentaux ont vite fait de louer, d'acclamer parce qu'ils se sont rebellés, ils ont mis du feu aux poudres pour que les leaders s'en aillent, se retrouvent dans un problème de gestion de crise. Alors, il faut pas simplement qu'on demande à nos leaders, entre guillemets, dictateurs, de quitter le peuple sans qu'on ait une solution pour gérer le peuple. Parce que après le départ de Ben Ali, il n'y a plus rien, le gouvernement n'est plus stable et tout cela, on retrouve, il y a ce problème de chômage qui est dans le pays et la Tunisie qui a été frappée récemment par les attentats de Bado, le tourisme qui est mis à terre et pourtant c'était l'un des pays qui était parmi les plus visités, que ce soit par les Français, bref, par les Européens. Donc c'est une situation de crise juste après ce printemps arabe et je me demande qu'est-ce que l'ONU fait pour ce genre de pays parce qu'on est prêt à taxer nos leaders de dictateurs, à demander qu'ils partent du pouvoir sans pour autant assurer la suite de la gestion de tout ce pays, de tous ces pays, parce qu'on se rend compte qu'en Égypte, c'est la même chose. Au Caire, il y a des manifestations, le peuple qui se lève. En Libye, c'est la même chose. Il n'y a plus de vie à Tripoli, il n'y a plus rien du tout, il n'y a plus de commerce. On ne vit plus normalement. Et pourtant, on se souvient qu'à l'époque de ces leaders qu'on disait dictateurs, le pays fonctionnait normalement, l'économie se portait assez bien et que les gens mangeaient à leur faim. Et c'est ce même peuple-là qu'on a poussé à mettre les leaders dehors qui se retrouvent encore dans les rues à mendier pour avoir à manger. Pour moi, c'est vraiment triste. Et bien évidemment, aujourd'hui, le président, le Premier ministre Habib est obligé de tendre la main à la France qui a promis d'aider la Tunisie avec une enveloppe d'1 milliard d'euros sur 5 ans pour aider la Tunisie à essayer de développer les régions un peu défavorisées, à aider la jeunesse, à permettre à ce que cette jeunesse puisse trouver de l'emploi. Est-ce que nos leaders, comme le disait Catherine Eheboukouri, ne devraient-ils pas aujourd'hui prendre leur destin en main et n'attendre pas toujours que la bonne conduite leur soit dictée par l'Occident? Justement, nos leaders devraient prendre la situation en main et ne pas attendre que la conduite soit dictée par l'Occident. Mais maintenant, quelque part, on a souvent pour habitude de croire que c'est l'Occident qui dicte la conduite parce qu'on a sur les médias les sommes comme cette somme qui sont octroyées comme aide au gouvernement africain ou aux leaders africains afin de gérer les problèmes de leur pays. Mais la question c'est, qu'est-ce qu'on leur donne en retour? C'est ça le problème. Qu'est-ce qu'on leur donne en retour? Est-ce que cet argent, c'est juste un don comme ça? Avant, on croyait que c'était un don comme ça, mais quelque part, on se rend compte que ce don a toujours une contrepartie. Maintenant, cette contrepartie est souvent même plus riche ou alors plus coûteux pour les Africains que le don même en nature qu'on nous a donné. On n'a plus besoin de ces dons qu'on nous donne pour nous traiter d'esclaves. On n'a plus besoin de ces dons qu'on nous donne pour nous mettre la corde au cou et pour nous tirer comme des petits chiens afin qu'on fasse ce que l'autre a besoin. Mais maintenant, le truc, c'est, dans les pays du printemps arabe où les populations se sont soulevées, on a remarqué aussi que ces personnes qui formaient l'opposition, derrière lesquelles les populations se sont attachées, ont fini eux-mêmes par ne plus s'entendre et commencer à créer des foyers de tension. Non seulement si on a une opposition qui a mené le peuple et qui était leader et qui ne s'entend plus, qui voudrait chacun avoir le pouvoir de son côté, on se rend compte que quelque part le peuple se fait duper
par ces leaders d'opposition qui, à un moment, on a comme un point d'interrogation. Est-ce que vraiment ils se souciaient du bien-être du peuple ou alors c'était leur intérêt personnel lorsqu'on se rend compte que ceux pour qui on dit se défendre, pour qui on dit se battre, sont en train de mourir tous les jours et à la fin, on a comme l'impression qu'ils vident les pays. Maintenant, ces Occidentaux-là qui ont aidé ces manifestations dans le printemps arabe, aujourd'hui, ils sont en train de payer le tribut. Ces immigrés qui se retrouvent chez eux, ces flux d'immigrés qui n'ont plus les moyens de gérer cette crise d'immigrés qui se retrouvent sur le continent européen ou en Amérique, c'est la conséquence de l'acte qu'ils ont posé en Afrique et il faudra maintenant qu'ils assument parce que s'ils ont créé le bordel chez nous, nous on va venir s'installer chez eux étant donné que c'est là-bas qu'il y a la paix. Mais il ne faudrait pas qu'ils créent le bordel chez nous et ils attendent que nous on reste là à mourir comme des petits chiens. Non, on va venir se réfugier. Ça veut dire que lorsqu'ils voudraient créer des foyers de tension en Afrique, il faut qu'ils se rendent compte effectivement qu'il y a une population à tenir en compte et que lorsqu'elle ne se sentira elle ne va plus se sentir en sécurité chez elle, elle va chercher refuge ailleurs. Et c'est un flux de personnes qui vont accueillir des comportements différents. Et puis maintenant, ils vont payer le prix fort. Ce n'est pas de notre faute. Ils n'avaient qu'à nous laisser chez nous où on vivait tranquillement. Voilà, la Tunisie qui quelque part est peut-être récompensée pour avoir permis à ce qui est ce gouvernement d'union nationale, parce que c'est parti de Tunis, ce gouvernement d'union nationale souhaité pour... bien évidemment la Libye, qui est déjà un gouvernement à problème, parce qu'il faudra encore, bien évidemment, que ce gouvernement puisse partir de Tunis pour Tripoli et que ce gouvernement puisse être installé. Est-ce que ce n'est pas quelque part une récompense pour ce travail à travers les Nations Unies, bien évidemment? Une récompense, moi je pense plutôt qu'on a affaire à des gens qui aiment juste avoir le beau rôle, le rôle de ceux qui viennent aider, qui sont toujours là pour soutenir, mais dans le fond, c'est un peu comme un conte où on vous explique qu'il y a quelqu'un qui vient semer le désordre pour après arriver et voir le héros du film et lui dire... Moi, je vais t'aider et pourtant, je suis la cause de tous ces problèmes. Donc, on espère que la situation va s'améliorer. Et pour moi, j'espère que cette somme-là va vraiment aider le peuple tunisien à se relever de cette crise qui débute encore. Voilà, à cette crise qui débute et qui, on l'espère, ne pourra pas dégénérer avec ce couvre-feu qui a été donc institué sur tout le territoire national à compter de ce jour, de 20h à 5h du matin. Et nous allons partir de la Tunisie pour la France avec ce mea culpa de Nicolas Sarkozy dans un livre publié lundi 25 janvier. Nicolas Sarkozy qui présente les erreurs de son quinquennat. Alors, c'est déjà une entrée certainement en campagne, même si l'auteur dit ne pas être en campagne. C'est effectivement une entrée en campagne. Lorsqu'on sait que depuis quelque temps, Nicolas Sarkozy a quand même fait l'objet de plusieurs polémiques. Et aujourd'hui, il aimerait bien se blanchir sur certaines questions qui ont fait en sorte qu'il ait perdu les élections face à Hollande. Il faudrait maintenant qu'il revienne sur ces sujets-là afin de montrer à ses potentiels électeurs que voilà, j'ai changé. Les raisons pour lesquelles vous n'avez pas pu me voter la fois dernière, aujourd'hui je reviens là-dessus. Non seulement je m'excuse, mais en parlant de l'homosexualité également, il a dit qu'il ne reviendrait pas là-dessus. Pourtant, on sait qu'auparavant, c'était l'un de ses combats, ces mariages homosexuels, que ça n'existe pas. Maintenant, aujourd'hui, il dit qu'il ne reviendrait pas là-dessus. C'est comme une manière de dire, je m'excuse devant les minorités qui ont été quand même une partie assez considérable des personnes, un pourcentage assez considérable des personnes qui ont permis à ce que Hollande soit aujourd'hui président de la France. Et je pense même que c'est pourquoi, aussitôt monté au pouvoir, il s'est d'abord rassuré que cette promesse de campagne soit validée afin de remercier ces électeurs-là. Maintenant, Sarkozy, il s'excuse, il dit ne pas vouloir, que c'est pas une entrée de gens en campagne, mais tout le monde sait que c'est ça. On n'est pas dupe aujourd'hui. Beaucoup de personnes réfléchissent et ils savent que les raisons pour lesquelles il a fait son mea culpa sont les raisons pour lesquelles il a perdu l'élection la fois dernière et il revient là-dessus afin de montrer que non, je suis un nouvel individu, je suis une personne nouvelle et puis je pense maintenant pouvoir répondre à vos attentes. Alors, cette publication de Nicolas Sarkozy, on parle de 10 chapitres où cet ancien
président de la République, qui souhaite certainement revenir, évoque pour que toute la France puisse véritablement le savoir, ses erreurs, et surtout des propositions pour redresser la France. Eh bien, Nicolas Sarkozy, c'est un fin stratège et il vient de démontrer encore toute son intelligence dans cette stratégie qu'il a mis en livre. Parce que, comme le disait Fallon Chunia tout à l'heure, sortir un ouvrage à quelques temps de la présidentielle, c'est pour montrer en fait au peuple français qu'il reconnaît qu'il a des torts, il reconnaît qu'il a eu des dysfonctionnements pendant son mandat, mais qu'il va faire mieux parce que quelqu'un qui reconnaît son tort, c'est quelqu'un qui s'apprête à faire mieux. Et je pense que c'est un peu copié sur la méthode de François Hollande qui avait déjà fait une sortie où il s'excusait de quelques erreurs qu'il a commises, notamment sur les questions de chômage en France, sur la croissance économique. Mais lui, il allait plus loin en voulant sortir un ouvrage parce que il faut aussi le rappeler, il y a beaucoup plus d'histoires contre lui. Il y a les problèmes au sein de l'UMP, il y a l'affaire Bettencourt, il y a tellement d'histoires qui planent autour de Nicolas Sarkozy. Et après ce mandat qui n'a pas pu renouveler, malheureusement, je pense qu'il a ce goût d'inachevé de l'Élysée qu'il aimerait vraiment reconquérir. Mais malheureusement, je doute que ce soit dans le but de redresser la France, mais dans le but peut-être de gagner, de regagner une dignité qu'il estime avoir perdue devant François Hollande. Parce que François Hollande était finalement le président auquel on ne s'attendait pas parce que avant les problèmes de Dominique Strauss-Kahn, il n'était pas vu comme le candidat même du Parti socialiste. Et même au sein de la gauche, on décrivait le groupe de François Hollande comme la gauche molle, dont beaucoup de personnes ne s'attendaient pas à le voir. Et je pense que Nicolas Sarkozy en a pris grand dans la face quand il a été vaincu, on va le dire comme ça, par François Hollande. Et j'estime qu'il veut se remettre sur la table, il veut revenir et porter son parti. Mais malheureusement, ce ne sera pas... Je pense que la France n'est plus au niveau des erreurs de Nicolas Sarkozy. Je pense que le combat se fait plus entre le Front National et le reste du monde. Voilà. Et dans ce livre, apparaître donc lundi 25 janvier, on parle de 27 reconnaissances d'erreurs de Nicolas Sarkozy, 27 aveux de fautes commises, par exemple les 35 heures, le bouclier fiscal, la campagne décevante de 2012 et surtout une expression balancée par Nicolas Sarkozy au sein de l'agriculture en France lorsque un agriculteur l'avait approché un citoyen. Il a dit « casse-toi, pauvre con ». Alors il estime que c'était une grosse erreur. Il s'est mis au même pied d'égalité que cet agriculteur et pourtant c'était un peu réduire à sa plus simple expression la fonction présidentielle. Alors ces remords, ces erreurs, c'est pour faire pitié, susciter la sympathie. Pour faire pitié, susciter la sympathie, bien sûr. Pourquoi est-ce qu'il regrette lorsque la présidentielle est sur le point d'arriver? Ces erreurs, il les a commises depuis. Il a eu tout, voilà, justement, il a eu tout le temps de pouvoir s'excuser. Mais pourquoi attendre quand il a été en face des polémiques et savoir que non, sa cote de popularité est en train de baisser devant les Français et à l'approche de la présidentielle, revenir maintenant montrer aux yeux du monde ses remords. C'est pourquoi je dis, les Français ne sont pas dupes. Ils savent bien évidemment que c'est une entrée de jeu pour la campagne présidentielle. Sarkozy voudrait relaver son image. Sarkozy voudrait reprendre sa cote de popularité. Et maintenant, comme on le dit, une faute avouée est à moitié pardonnée. Espérons qu'il aura le pardon des Français. Peut-être pardonné sans être oublié. Voilà. Alors, surtout, il y a d'autres images. Nicolas Sarkozy qui regrette avoir pris ce yacht juste au lendemain de sa victoire, à la présidentielle 2012. Il y a son ami Vincent Bolloré. C'est quand même des images que l'on revoit et qui apparaissaient un peu anodines. Oui, des images qui ont choqué toute la France et qui ont donné une certaine image de ce président, le président bling bling. C'était bien Nicolas Sarkozy. Donc, je ne pense pas que quand on parle d'excuses,
Je n'y crois pas personnellement parce que je pense que Nicolas Sarkozy, c'est un personnage qui n'a pas besoin d'un livre pour se raconter. Parce que quand on le voit, son attitude, on sent exactement quelle est la nature de son caractère. Il ne va pas convaincre, je pense qu'il n'arrivera pas à convaincre d'autres personnes qu'il ait changé parce que ce genre, il a un fort caractère et il ne changera pas, je pense. Et pour moi, le président, c'est tout un gouvernement qui l'accompagne. Maintenant, ceux qui croient en ces politiques, qui ont toujours cru en lui, vont se ranger. Mais je ne pense pas que quelqu'un qui a un parti pris pour le Front National ou pour François Hollande puisse se ranger derrière un Nicolas Sarkozy simplement parce qu'il a présenté des excuses. Parce qu'il représente ce genre de personnes à qui on ne croit pas, de qui on ne croit pas capable certains actes. Justement, comme des actes de pardon, demander pardon parce que c'est quelqu'un qui a un fort caractère, qui a un certain charisme et qui aime l'imposer sur les autres. On l'a vu sur les plateaux de télévision face aux journalistes. Il n'aime pas se faire rabaisser. Il n'aime pas être rabaissé. Donc, on ne croit pas quand il présente des excuses parce que ce n'est pas lui, tout simplement. Voilà. Et surtout que Nicolas Sarkozy a déjà des problèmes même avec sa formation politique. Les Républicains, certains estiment qu'il n'y a pas eu des primaires, il n'y a pas eu des élections pour qu'il soit porté par la voix des urnes à la tête des Républicains. Et voilà encore des problèmes que Nicolas Sarkozy devra résoudre. Justement, on parlait de cette question de légitimité de Nicolas Sarkozy ici au sein de son parti. Sur ce plateau, on en a parlé. C'est pourquoi je disais qu'avant la sortie de ce livre, il a fait l'objet de plusieurs polémiques, même au sein de son parti et même dans la société française. Et aujourd'hui, il n'est pas question pour lui de retourner sur ces actes qu'il a posés, mais plutôt, il est question pour lui d'ouvrir un chemin vers sa campagne politique lorsqu'on sait qu'il s'est propulsé au sein de son parti, à la tête du parti, comme un potentiel candidat, alors que le parti ne lui reconnaissait pas cette légitimité-là. Maintenant, il voudrait créer sa propre voie, son propre chemin. Et ici, maintenant, il joue sur l'émotion, il joue sur les sentiments. Il n'est pas imbécile. Il sait que des personnes ont des émotions, ils ont des sentiments. Maintenant, il sort la carte de la personne émotive, la personne qui regrette des actes qu'il a posés, celui qui a changé, celui qui est maintenant à l'image des attentes de l'électorat français. Et maintenant, il pense qu'avec cet ouvrage, avec ce regret, il pourra non seulement demain être propulsé à la tête de la France, puisque c'est son objectif. Maintenant, attendons de voir après quelles sont les réactions des uns et des autres. Surtout que dans sa formation politique, il y a quand même des candidats qui ont des ambitions politiques. On a par exemple François Fillon, Alain Juppé, qui est un challenger farouche. Est-ce que avec ce livre, Nicolas Sarkozy pourra-t-il réussir à faire l'unanimité autour de sa personne et autour de sa ferme volonté d'être à la tête des Républicains pour cette campagne présidentielle? Moi, je pense déjà que Nicolas Sarkozy, c'est un gladiateur. C'est quelqu'un qui est prêt pour ce genre de challenge. On l'a vu, et même quand il arrive à vaincre Ségolène Royal, c'est justement à cause de cette force de caractère. Je pense que c'est quelqu'un qui arrive très facilement à convaincre les autres. Et bien qu'il y ait au sein de l'UMP un peu de remous par rapport à ce qui se soit mis à l'avant, je me dis que c'est qu'il sera le candidat de ce parti, de cette formation, parce que quand on regarde un peu le poids des présidentielles, c'est une présidentielle de tous les dangers, parce que je le disais tout à l'heure, en face on a le Front National qui arrive vraiment en force, puisqu'on parle même de force conjointe entre le Parti socialiste et l'UMP pour y arriver. C'est vrai que lorsque les socialistes ont évoqué cela, Nicolas Sarkozy a balancé cette proposition du revers de la main en disant je ne vais pas accepter, c'est pas passe-moi la salade, je te passe la rhubarbe. C'est l'expression même qu'il a utilisée lors des dernières élections en France. C'est parce que il y avait déjà ce sentiment du peuple français qui est un peu déçu de tous les gouvernements qui se succèdent, parce que c'était Nicolas Sarkozy à qui on a demandé de partir et François Hollande qui se retrouve
retrouve dans la même situation, tout le temps critiqué. Moi, pour ma part, je pense que le peuple a tendance à faire une mauvaise analyse de ce qu'est la politique. Au même titre que nous, les Africains, on ne laisse pas le pouvoir, au même titre aussi que dans les pays étrangers, on a tendance à vouloir en sorte que la démocratie soit seulement le passage d'un président après l'autre, Et pourtant, il faudrait qu'un gouvernement ait le temps de faire redresser un pays, une économie. Ça ne se fait pas en 5 ans. Et c'est pour ça qu'on retrouve des pays où, pendant 5 ans de mandat, un président a travaillé et que celui qui lui succède récolte toutes les gloires ou doivent recommencer. Donc, pour moi, il y a un peu de patience, un effort de patience qui doit être donné à ces leaders-là. Parce que s'ils sont là, c'est qu'ils ont le potentiel. Je pense que des fois, en Occident, on ne fait pas assez confiance aux dirigeants qu'on veut juste voir se succéder. Mais maintenant, pour moi, le véritable challenge se retrouve entre le Front National et le Parti Socialiste. Parce que je pense quand même que après la sortie de François Hollande, qui a demandé aussi pardon à sa manière en reconnaissant quelques de ses fautes, il est assez remonté dans les sondages. Et je me dis qu'en dehors de ces grosses têtes-là, il y a quand même certains politiques qui pourraient faire quelque chose pour le peuple français. Je pense par exemple à Jean-Luc Mélenchon qui est de cette extrême gauche-là qui pourrait apporter quelque chose. Et pourquoi pas faire comme on voit souvent dans les pays africains, des forces conjointes. Mais étant donné que ce sont des partis qui sont fondés, ils refusent de collaborer et ils restent de l'autre côté, chacun à critiquer. Ce n'est pas seulement ça le rôle d'un parti politique. Alors, Falon de Tchounia. Je voudrais aborder un point assez sensible de ce que Catherine vient de soulever tout à l'heure, que c'est en Afrique, on a comme l'impression que c'est l'alternance qui fait en sorte qu'un pays soit développé. Bien sûr que ce n'est pas forcément ce facteur, mais ce facteur est assez important parce que la plupart des pays qui ont connu l'alternance ont connu en même temps le développement. Maintenant, revenons à ces pays où on a permis au chef d'État de faire 40 ans, 32 ans et 32 ans. On se rend compte que ces pays ont rétréci avec un seul individu. Et lorsque les populations critiquent, c'est parce qu'elles se disent que si cette vision pendant 30 ans n'a pas permis que la nation puisse aboutir à la démocratie ou au développement, quelqu'un d'autre qui viendra après pourra conduire la nation dans cette démocratie-là. On n'a pas besoin de 40 ans pour permettre à un pays de se développer. On émet des idées. Une nation, c'est comme une maison qu'on est en train de construire. La première personne vient, elle fait la fondation et après, il faut élever les murs. Ça veut dire que si un autre maçon a fait la fondation et qu'il s'en va, quelqu'un d'autre pourra élever les murs. Il faudrait seulement que la personne qui lui succède soit de très bonne moralité. Mais si on se rend compte, par exemple, que la fondation a été mal faite et que la personne qui arrive estime qu'il faut recasser pour reconstruire, c'est ça qui fait problème. C'est ça qui fait... Je suis tout à fait d'accord avec Falon Tchounia, mais il faut comprendre que là, on a des idéologies qui sont carrément à l'envers. Quand le Parti Socialiste a fini de fonder une économie qui aide le peuple, qui est sociale, et que le Front National va venir de son côté rétrécir les champs d'action de la France en la fermant, c'est carrément deux pouvoirs et deux modes de fonctionnement qui s'opposent et qui ne peuvent pas contribuer peut-être à l'élévation d'un peuple. Pour moi, je suis d'accord, l'alternance est nécessaire et on en a besoin en Afrique. Mais il faut aussi qu'on comprenne que on a besoin d'un certain temps pour avancer. Il ne faut pas seulement jeter la pierre à nos leaders. Malheureusement, nos leaders africains sont de mauvais exemples. On ne peut pas les citer pour dire que longtemps, mais on peut aussi prendre parmi ces exemples, on parlait tout à l'heure des pays du printemps arabe. Regardez la Libye de Muammar Kadhafi et regardez la Libye d'aujourd'hui sans Muammar Kadhafi. Regardez l'Égypte et regardez l'Égypte d'avant et regardez l'Égypte d'aujourd'hui. Il est bien vrai qu'on a besoin de cette alternance, mais des fois, il y a toute une construction, tout un travail qui a été fait par un gouvernement qui a aidé à stabiliser un peuple. Maintenant, tous les peuples sont différents, tous les pays sont différents, mais moi, personnellement, je pense que la France n'a pas besoin de remplacer François Hollande pour l'instant. Je pense que le gouvernement est en train, ne me prenez pas pour le défenseur de ce plateau du Parti Socialiste, mais je pense quand même que le Parti Socialiste
socialiste a encore à apporter et a déjà commencé un certain développement qui va se continuer, qui peut continuer sur les 5 années à venir. Je ne dis pas que cet exemple est prenable au Cameroun et dans les autres pays où nos gouvernements et nos leaders s'éternisent au pouvoir sans rien faire, parce que là, c'est la différence. Merci à vous. On va tout de suite parler de la revue de presse cybernétique avec Junior Ossin, qui va certainement parcourir quelques journaux pour nous ce soir. Et déjà, Junior, bonsoir. Bonsoir Louis Roger, bonjour chers téléspectateurs, bienvenue à la revue de presse sur Canal Info, ce soir la revue cybernétique. Autant pour moi, commençons par africain.info qui suit son mot titre « Une pétition séculaire à Djamena, Idriss Déby en pleine campagne électorale au Tchad ne doit pas être soutenu par l'Union africaine ». Et le site africain.info nous informe que selon Tchad Convergence, qui est un site l'investiture d'Idriss Déby comme président de l'Union africaine équivaudrait aux yeux des Tchadiens à un soutien ferme de cette institution panafricaine, à ce dernier d'organiser une fraude électorale pour une réélection au présidentiel d'avril 2016. Poursuivons avec jeuneafrique.com qui parle de la Tunisie, comment la grogne sociale est montée d'un cran. Le site nous apprend que les revendications sociales ont enflammé la ville de Kasserine et la grogne est désormais en train de gagner d'autres régions du pays. Le site précise que ce climat rappelle celui de 2010, juste avant le soulèvement contre Ben Ali. Les détails sont à retrouver sur le mur. Passons maintenant à RFI.fr. RFI.fr qui s'intéresse au Danemark. La confiscation des biens des réfugiés se précise de ce côté-là. Le site nous apprend que le Danemark est décidé à adopter des mesures pour diminuer l'afflux des réfugiés et nous informe que pour le gouvernement danois, si un réfugié possède plus de 10 000 couronnes en liquide, soit 1 300 €, c'est qu'il peut financer lui-même son séjour dans le pays. 1.fr, voilà, s'intéresse à la santé et titre soigner 200 fois du mauvais côté pour son cancer du sein, un événement très rare. Le site nous rapporte des explications du chef du pôle spécialité cancer au centre hospitalier intercommunal de Créteil, et Europe 1.fr révèle aussi que c'est le conjoint de la malade qui s'est rendu compte d'irritation sur le mauvais sein au bout de la 22e séance. Terminons ces revues cybernétiques avec le site rtl.fr qui parle de Lyon, une enseignante interpellée pour apologie de terrorisme et menaces. Le site nous apprend que cette stagiaire aurait adressé des menaces par mail à des membres du personnel et des élèves de religion catholique de l'établissement. C'est tout. Merci Junior Ossin pour cette revue de presse cybernétique. Alors Catherine et même Okori, première réaction? Tout de suite parler du Danemark où on estime que lorsqu'un réfugié a plus de 1 300 €, il peut financer tout simplement son séjour. C'est un peu drastique comme méthode, mais forcément le gouvernement danois a ses raisons qui je trouve, sont un peu rigides à ce niveau-là. Ah oui, et c'est un peu cela, mais avoir cet argent, cela permet de dire que l'on peut facilement se prendre en charge. Alors, Fallon de Tchounia, une revue de presse cybernétique avait certainement un sujet qui vous a marqué en tant que femme. Idriss Déby comme président de l'Union africaine, c'est assez drôle de voir que des présidents qui ont jusqu'ici humilié leur peuple, des présidents qui ont jusqu'ici été des dictateurs, des présidents qui ont jusqu'ici favorisé les conflits dans des pays voisins, entreprendrait d'être président de l'Union africaine. À quoi est-ce qu'ils vont aider l'Union africaine à aller de l'avant et à éteindre les foyers de tension, des foyers de tension dans l'Afrique qu'il aura lui-même créé comme en Centrafrique par exemple. Donc c'est assez drôle et c'est assez paradoxal, mais bon, chacun a sa vision. Si c'est une présidente tournante, ça veut dire que forcément ça doit arriver autour d'Idriss Déby Itno de pouvoir prendre la présidence de l'Union africaine. Oui, tout à fait. Et on peut aussi parler, à côté de cette revue de presse cybernétique, de cette affaire à Lyon où une enseignante a été interpellée pour apologie du terrorisme et menace.
c'est un fait qui est assez récurrent en France, puisque récemment, on a même arrêté, interpellé un imam qui prêcherait le terrorisme à ses fidèles. Donc, on se demande un peu quel est l'état d'esprit du peuple français et de tous les peuples en général, vu que le nombre d'Européens, d'Occidentaux qui se retrouvent en Syrie en train de combattre aux côtés de l'État islamique est sans cesse croissant. Donc, c'est une question à se poser. Au niveau psychologique, on se demande où se retrouvent ces populations qui tendent à avoir un discours assez étrange. Merci, chère madame, voilà, pour cette soirée de l'information. C'est avec un réel plaisir que vous avez été nombreux à nous regarder. Retrouvons-nous certainement à la même heure pour d'autres éditions. D'ici là, portez-vous très bien, nos programmes se poursuivent.